Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vois que ça commence à se connecter dans le live. On est super heureux de vous recevoir ce soir pour un événement un peu spécial, c'est vrai. On est en live sur Facebook, mais il y a aussi des gens ici en présentiel. Alors, le Covid s'est invité par ici, donc il n'y a pas énormément de monde, c'est vrai. Mais en tout cas, derrière l'écran, je vois que ça commence à se connecter. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos questions. Je vais vous expliquer ça pendant tout le live. C'est un événement qui est également interactif, donc c'est important d'envoyer vos questions, de poser vos questions, de faire des commentaires. Moi, je serai là pour les lire et pour peut-être, pourquoi pas, vous insérer dans cette discussion, ce débat. Alors, on est là ce soir, aujourd'hui, pourquoi? Pour la sortie d'un livre de l'artiste Acro. Alors, c'est un artiste que certains connaissent, ont connu. C'est encore, en tout cas, une figure emblématique du hip-hop belge. Et il faut vous dire que c'est le premier livre écrit par un rappeur, par quelqu'un du hip-hop en Belgique, une autobiographie, ça s'est jamais fait, donc c'est quand même un événement historique, je pense, ce soir. Et puis, il va être accompagné, en tout cas interviewé, par Laurent Aubrecht, à qui je vais donner dans quelques secondes la parole. Donc, n'hésitez surtout pas, je vois que dans le live, ça commence à se connecter, il y a certaines personnes qui sont là, ça fait plaisir. N'hésitez pas à interagir avec nous. Moi, je reviendrai vers vous un peu plus tard. C'est le débat, c'est la sortie du livre de Acro, Rap Games. Je vous laisse tout de suite avec Laurent Aubrecht et l'homme qu'on nomme Acro. À tout de suite. Bonsoir à tous, donc mon nom c'est Laurent Brex, je suis journaliste au Focus Vif et voilà, je suis entouré de légendes ce soir. Il y a Fourmi là que vous avez vu, il y a Sonar derrière et puis il y a Acro. Salut Acro. Salut Laurent. Acro c'est qui? Acro c'est aka Thomas Duprel, aka le boss de Tarmac, aka le pionnier ou en tout cas l'un des pionniers du hip-hop belge, l'un des membres les plus éminents de Starflame qui est quand même le premier disque d'or dans l'histoire du rap belge, en album. Faut pas retirer celui de Benny B. En album. Acro, c'est un gros CV dont il parle aujourd'hui dans une autobiographie, il faut bien dire ce qui est. Il y a plein de choses dedans. On apprend notamment, déjà, premier scoop, que sous la casquette, Acro a eu des cheveux. Ouais, c'est vrai. Il faut le savoir. Ce qui est très passionnant, ce qui est très intéressant aussi, c'est de se rendre compte comment c'était le rap avant les réseaux sociaux, avant YouTube, avant même le GSM, parce qu'apparemment vous fonctionnez avec des beepers, un peu comme Stringer Bell dans The Wire, ce qui est quand même assez incroyable. Ouais, en fait j'ai tout vécu, donc j'ai vécu l'Atari 2600, tu vois, le basic à l'école où on apprenait simplement en programmant pendant 3 semaines à dessiner une fleur, si tu veux. Puis les premiers jeux électroniques, donc années 80, quand tu avais un jeu électronique à la maison, c'est que tu étais déjà dans une classe, tu vois, les premiers Nintendo et tout, c'était le cadeau de Noël comme aujourd'hui la PS5. Et puis il y a eu la mode des beepers parce qu'on n'était pas infirmier, on n'était pas dans urgentiste, mais on voulait se la jouer avec des beepers. Je pense qu'il y en a certains qui sont aussi dans la salle aujourd'hui qui voient de quoi je parle. Et du coup, je le raconte dans le livre, c'était une anecdote marrante, mais c'est que on était un peu comme les dealers du Bronx avec nos beepers, mais en fait, c'est nos parents qui nous rappelaient pour nous demander de venir manger, tu vois. Et c'était souvent les mêmes numéros. Donc, c'était assez rigolo, mais on a joué avec les beepers Scotty. Et on avait des factures aussi à payer chez Belgacom parce qu'on utilisait les beepers et on devait rappeler les gens. Et alors, les premiers GSM, c'était rappelé sur des 0475, sur les premiers Proximus, ça coûtait un bras. Donc, en fait, tu avais un téléphone, mais tu ne téléphonais pas avec. Voilà. Bon, je rassure, on ne va pas faire Non, c'est pas qu'une interview au tonton. Hein. Voilà, c'est ça. On va faire, parce que tu es aussi aujourd'hui le boss de Tarmac, le média urbain, c'est comme ça qu'on dit, de la RTBF. Oui. Donc, on s'était dit que ce qui était peut-être intéressant, c'est de voir un peu, de recueillir ton expérience, c'est de voir comment tu as vécu le rap au début et comment tu le vis aujourd'hui, quelles différences tu vois, quelles similitudes, enfin bref, faire un peu le pont entre toutes ces époques. On s'est dit que c'était peut-être intéressant de le découper carrément en 3 points pour être très charpenté, très structuré. Et donc, je propose de commencer par exemple par le fond. Moi, je voulais commencer d'abord, malgré tout, par revenir au tout début, parce qu'aujourd'hui, le rap, c'est devenu une évidence pour tout le monde. Mais à l'époque, j'ai l'impression que dans les cours de récré, on se demandait plus s'il fallait davantage choisir entre, je sais pas moi, Dépêche Mode et The Cure qu'entre aujourd'hui Booba et Karis. Et donc je me demandais tout simplement, toi, comment tu es tombé dans la marmite quand c'était absolument pas une évidence, tout simplement. En fait, il y avait tous des courants commerciaux fin des années 80, début 90
qui étaient déjà un peu New Jack Swing, qui étaient les premiers boys band avec des courants à la Backstreet Boys, etc. Et nous, on était en opposition avec ça parce qu'on trouvait que c'était trop chiqué, c'était trop téléphoné. Et par contre, on avait grandi aussi avec des vibes funk, des vibes Michael Jackson, etc. Et donc, on cherchait à avoir une identité qui nous ressemblait aussi aux gamins de quartier que j'étais quand je traînais dans ma rue ou dans les blocs en bas, Jette. à Jette, ouais. Et du coup, on était plus déjà dans un état d'esprit où quand je rentrais de l'école, quand j'étais au collège, il y avait MTV Raps. Et j'étais plus attiré par le combat des Afro-Américains qui étaient en résonance avec les banlieues françaises et le mouvement Black Blanc Beurre, parce ça ressemblait aux gamins que je connaissais dans la rue que aux phares des filles de l'école qui avaient plutôt Mark Wahlberg avec ses abdos et ce genre de clichés, tu vois, et le côté Friends et tout ça. Donc nous, on était déjà plus dans la contestation, dans la rébellion, et la rébellion dans les années 90, c'est le rap qui l'a amené en fait. C'est intéressant que tu parles de ça parce que du coup, j'ai réécouté forcément les albums de Starflame. Et le premier morceau du premier album de Starflame, c'était J'étais là. Ouais. C'est toi qui ouvres. Et je me permets de citer, Ouais. je vais carrément relire. Tu dis mardi 28, c'est mai 68 au cœur de Liège. Je descends du train pour m'immiscer dans le cortège. Même pas le temps de lasser mes pompes qu'on me fluide. L'autopompe me balaye et je bascule dans le vide, pardon. Puis me retrouve comme un Jean-Paul sur le tarmac. Je trouve qu'il y a déjà pas mal d'infos. Déjà, tarmac est là. C'est vrai. Tarmac est déjà là. La deuxième info, c'est qu'on a l'impression que la situation n'a pas fondamentalement changé ni évolué. C'est vrai que j'aurais pu le faire aujourd'hui dans une forêt, quoi, tu vois. Et la troisième info, c'est que dès le départ, Starflame, il se pose un peu comme un groupe engagé, qui a des trucs à raconter ou qui veut utiliser le rap comme un médium. Oui, mais on est dans un lyrics d'étudiants. C'est-à-dire qu'on est en pleine manifestation de Lebrun. Donc, dans les années 90, on a eu des grandes périodes de grève où on ne pouvait pas aller à l'école et où il y avait des grandes revendications étudiantes et de profs. C'est que ce que je te raconte là, c'est ce que je voyais dans ma télévision. Et certains y étaient. Dans notre groupe Starflame, on a Sug qui était président de baptême, très investi dans les mouvements étudiants. Mais moi, j'ai relaté ce que je voyais parce qu'il y avait cette violence déjà policière, il y avait cette contestation et cette envie de changer le système. Et jusque dans les cours qu'on avait. Parce que tu dis, au début, le rap, c'était pas forcément ça, quoi. Que c'est quand des groupes comme IAM, Assassin, NTM sont arrivés que ça s'est un petit peu durci. Ben oui, il y a eu le hip-hop de message vraiment aux États-Unis. Pendant ce temps-là, il y a eu un courant aussi très commercial avec des choses beaucoup plus dansantes. Et c'est ça l'ADN du hip-hop aujourd'hui, du rap. Il n'y a pas de problème à avoir deux courants qui cohabitent. Il y a aussi le R&B et les influences diverses. Mais moi, je n'ai pas de souci avec ça. Sauf que je pense qu'il y a une phrase de Jeru ou de Damaja qui dit « When you have a mic to say something, say something ». Ça veut dire que tu as la chance de parler, il faut qu'il y ait du fond. Et donc, pour nous, les textes étaient primordiaux. J'ai grandi avec IAM, Assassin et MC Solar comme référence, qui sont des gens qui ont une plume, qui sont des gens qui ont des choses à dire. Et donc, je me voyais mal commencer à rapper et à écrire du texte sans avoir de contenu. Parce que dès la Sonora, en fait, tu parles de rap dénaturé. Ouais. Déjà, à ce moment-là, tu avais l'air de dire que le rap était... Après, c'est aussi le jeu, c'est de se poser en opposition à. Tu es toujours dans la revanche. Nous, on a quand même grandi aussi avec Sonar qui est là, dans des quartiers de Liège assez défavorisés, où on n'avait pas de spots, on n'avait pas de médias, on n'avait pas toutes ces ouvertures possibles. Et donc, on s'est mis en opposition. On s'est mis en mode, voilà, notre réalité, elle est crasseuse. Il y avait une vibe aussi dans les années 90 très Mobb Deep, très Nas, très street. Et donc, nous, on a joué le jeu de cette opposition. Et ça se ressent dans tout ça, évidemment. On est dans la contestation et on est on propose autre chose. On ne veut pas juste être identifié à toute une clique de rappeurs qui étaient juste là pour amuser la galerie, jouer le jeu du commercial. Voilà. Le but ici de la conversation, c'est un peu de voir, de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Tu as déjà un peu répondu, hein, mais la contestation, le message, le propos et tout ça, tu le trouves où aujourd'hui ? Aujourd'hui,
Dans ma musique ou dans le monde? Dans le paysage rap actuel? Non, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la contestation, je la trouve surtout dans des mouvements sur les réseaux sociaux, de gens qui se laissent plus faire, qui créent des mouvances. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire que c'est toutes les vibes féministes qui sont en train de dire, les gars, pendant des années, vous nous avez écrasés, ben, c'est plus possible. Donc il y a la revendication, grâce aux réseaux sociaux, elle est devenue propre à tout le monde et il y a des groupes qui se créent, il y a des échanges, il y a des groupes WhatsApp, voilà, il y a des manifestations. Quand on a vu la manifestation Black Lives Matter qu'il y a eu à Bruxelles, qui s'est organisée très vite et qui était carrée, il n'y a pas eu tous ces débordements, ça montre qu'aujourd'hui le peuple, lorsqu'il s'unit via des réseaux, a un pouvoir incroyable. Et je pense que la contestation aujourd'hui, elle est là. Mais le rap Elle n'est pas que dans le rap. Ok, mais le rap peut encore être un véhicule pour ça, parce qu'on a toujours ce discours, hein, parfois un peu, je ne vais pas dire rétrograde, mais enfin le fait de dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de message, que le rap est complètement vide. Mais non, c'est faux. Tu vois, il y a le dernier album de Damso, il dénonce les politiques sur ce qu'elles sont en train de faire au Congo, etc. Donc il y a quand même un attachement aux racines et à l'histoire. On n'est pas insensible en tant que rappeur au monde qui nous entoure. Certains le font avec plus ou moins de plumes. Dans le bouquin, tu parles aussi de la France. Starflame, à un moment, a eu des opportunités en France. Et tu expliques comment vous vous êtes rapidement retrouvé un peu prisonnier de l'image qu'on pouvait avoir de rappeurs belges coincés un peu dans un rôle de rigolo. Tu peux en parler, ça, avec notamment Benjamin Juvalny? Bah, c'est clair qu'on n'avait pas compris Survivant, qui est juste là et qui fête ses 20 ans, était en train de cartonner en Belgique avec un disque de platine, avec des rotations radio énormes, avec une tournée programmée en France avec Assassin. Donc on était dans la cour des grands, on avait des très bonnes chroniques dans des journaux comme L'Affiche. Mais même avec la Sonora, qui pour moi est quand même un morceau mainstream, qui est dansant, qui est facile à vendre, entre guillemets, le responsable d'Hostile, le label français, nous disait « Ah, vous êtes belge, c'est trop compliqué vos trucs, vous devriez parler des moules frites, faire des délires, tu vois, parce que c'est là qu'on attend les Belges dans un truc loufoque, etc. » Donc nous, évidemment, avec tout le travail d'écriture qu'il y avait eu sur cet album, on était hyper vexés, surtout qu'il fonctionnait bien chez nous. Et on n'a pas compris ça. Et ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que des années plus tard, vous avez eu James Dino qui est arrivé avec Les Blancs ne savent pas danser, Le fils du commissaire, tout un délire très fun. Il est rentré un peu dans ce moule qu'on attendait du Belge. Et attention, je dénigre pas du tout son travail parce que j'étais sur l'album et je trouve qu'il a un talent incroyable, que c'est un humoriste, un comédien, il fait du stand-up. Et là non plus, ils n'ont pas compris. C'était le même label. Ils avaient ce Belge qui leur amenait ce côté délire et ils n'ont pas compris. Et il a fallu attendre vraiment Stromae pour que les vannes des signatures et de confiance en la Belgique, après avec Angèle, Damso, Roméo Elvis, Kaba, Jean Jass, il a fallu Stromae pour qu'il y ait un redéclenchement de « Ah oui, les Belges peuvent être très puissants ». Et on a vu d'ailleurs après Stromae que tout le monde voulait faire de la guitare africaine sucrée avec un beat de dance. Tout le monde a fait ça et tout le monde s'en est inspiré, quoi. Mais tu as l'impression qu'aujourd'hui, cette image-là, on en est complètement débarrassé? Oui, je pense que l'image de rigolo, grâce à Damso, c'est vrai, Ouais, oui. il amène un poids et il amène une force en streaming tout seul, ou que tu valides ou pas, que tu joues sa musique ou pas, parce qu'il n'a pas eu besoin de radio pour s'installer, bah c'est fini. Le gars, c'est un média à lui tout seul. Donc aujourd'hui, et c'est aussi la force des réseaux, c'est-à-dire que quand tu as une bonne communication, quand il joue avec des indices, il joue avec tout ce storytelling. Aujourd'hui, les rappeurs sont des marketeurs. Certains ont des réseaux de marketing ou des stratégies qui dépassent même celles des maisons de disques. Souvent, la maison de disques va signer quelqu'un, va se dire on est plutôt un label supportif, on va te mettre un budget, mais vas-y, gère ta com, parce qu'on est venu te chercher quand tu avais déjà des centaines de milliers d'abonnés. Aujourd'hui, on va signer des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Et les découvertes avec peu d'abonnés sont de plus en plus rares. Avec Starflame, vous aviez un truc, la volonté j'ai l'impression en tout cas, de faire du rap belge, entre guillemets. Je veux dire, il y avait des références, vous parliez de l'assassinat de Coles, de Quint, enfin, il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément, a priori, facilement exportables. C'était quoi? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Je me rappelle même Fidèle au vinyle, la première compile sur laquelle il apparaissait. Voilà. Avec les scratchs de Sonar.
il y avait notamment un sample de Arnaud. Ça m'avait frappé à l'époque. Je me dis, purée, voilà, du rap où on peut même sampler de la musique belge, entre guillemets. Ouais. Jusqu'à quel point c'était important pour vous? Ça a joué un rôle ou c'était tout à fait Mais naturel? en fait, on n'a jamais calculé ça et je pense qu'on n'a jamais eu ce complexe du belge. Je ne sais pas pourquoi certains l'ont, mais dans le rap, tu représentes ton quartier, puis tu représentes ta ville, puis tu peux représenter ton pays et peut-être tu vas représenter après à l'international. Mais quand tu commences à rapper, tes références, c'est tes potes, tes références, c'est ce qui se passe autour de toi, c'est peut-être des contrôles de police, c'est peut-être une réalité de terrain et c'est ça qu'on a mis dans nos textes. Donc les premiers albums de Starflame sont très fidèles de la vie qu'on vit. Le premier album, c'est Balogi qui a passé papier et on signe chez des gens qui ont dans leur salon un tableau de Tintin au Congo. Donc on est vraiment en mode, est-ce qu'on signe avec eux, on signe pas avec eux? Ouais, mais si on signe pas avec eux, on sait pas sortir notre disque. Donc vous voyez dans quoi on est. Et du coup, ouais, la Belgique, c'est tout ce qu'on connaissait. On n'était pas souvent, enfin, on était des gamins, on partait pas aux États-Unis, on n'avait pas d'accès facile vers la France. Donc notre première réalité et nos premières histoires, c'est la Belgique. Et je suis très fier de ça aussi, parce qu'il ne faut pas s'inventer français si tu n'es pas français. Il vaut mieux raconter quelque chose que tu connais et le raconter bien que de s'inventer une vie qui n'est pas authentique. Tu dis on n'est pas français ou même américain, quoi. Parce que aujourd'hui, pour pas mal de rappeurs de la jeune génération, les influences, les références, c'est d'abord le rap FR. J'ai l'impression qu'il y a même parfois, on oublie complètement le rap US. Vous, ta génération, vous avez été complètement biberonné à ça. C'était d'abord le rap américain. D'où on vient? Ouais. On vient des années d'or, donc qu'on appelle l'âge d'or du rap, où il y avait en une année, en 97, album de Tupac, album de B.I.G., des albums de Wu-Tang, etc. T'as que des classiques qui arrivent en une année. Là, donc le rap américain était au summum. Aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres de stream et même les ventes, attention, mais un rappeur français va faire plus de streams qu'un Fat Joe. Donc la donne a changé, le marché français est surpuissant. On voit que le marché français touche évidemment la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique. Très gros streaming sur l'Afrique du Nord, le Maghreb, très connecté. Et ils sont beaucoup plus supportifs de cette musique et de cette culture aujourd'hui qui est devenue la culture numéro 1 en musique que les États-Unis qui ont un peu lâché le bébé. Je pense que le hip-hop aux États-Unis n'est plus number one. Et c'est triste parfois de voir des old school comme certains gars tu vois, des Wu-Tang, etc., qui sont obligés de faire des concerts dans des conditions de merde, alors que nous les considérons encore comme des superstars. Et aux États-Unis, ils n'ont pas su en vivre comme certains Français. Il y a un passage où tu expliques la première fois que tu étais à New York, qui représentait un peu pour toi la Mecque. Et on lit toute ta déception d'arriver dans ce qui est devenu quasi une espèce de musée comme ça, à ciel ouvert, enfin très cadré, ce qui est un peu à l'image de l'embourgeoisement du hip-hop, entre guillemets. Il a pu devenir dans sa mainstreamisation. En fait, c'est surtout aussi un constat politique d'un maire comme Giuliani qui a nettoyé la ville. Et donc moi, effectivement, j'arrive en 2003. Phil pourra dire que lui, il était en 83 ou en 89. Il a vu le vrai New York. Moi, je suis arrivé en 2003. Plus de graffiti, tout nettoyé, plus que 2 disquaires. Donc, tu es vraiment en mode, je cherche, je suis dans un musée, je dois trouver les indices. C'est un jeu de piste, tu vois. Et le hip-hop, en fait, il a disparu. Je vois pas des breakers dans la rue. Je vais à Times Square, je vois juste le naked cowboy là, qui joue avec sa guitare. Là où il y a une époque où c'était du breakdance dans la rue. Donc, on a perdu tout ça. Et moi, évidemment, j'ai fait un morceau là-dessus. D'ailleurs, en fait, j'ai fait un clip qui s'appelle Mon Hip-Hop, où je suis parti en Jamaïque. Et puis, je suis parti à New York. Et je voulais raconter vraiment les sources. Il y a un chapitre qui s'appelle les sources du hip-hop. Et les sources du hip-hop, elles sont plus à New York, elles sont en Jamaïque. Parce que là, ils ont gardé le côté rude, ils ont gardé le toasting, ils ont gardé le sound system, cette proximité, ils ont gardé l'esprit battle avec la dancehall, ils ont gardé tout ça. Le hip-hop à New York, évidemment, il reste des gens. Et évidemment, certains sont devenus des superstars, tu vois, des DJ Khaled, etc. aujourd'hui, qui sont quand même dans le Billboard. Mais c'est plutôt, on refaçonne, on fait de la compilation, on va reprendre un refrain qui a marché, on va le remettre 35 fois la même sauce, tu vois. Il y a plus ce côté inventif et il n'y a plus une multitude de flows. Parce que dans les 90s, tu avais Das FX, ils avaient un flow, Mobb Deep, ils avaient un flow, Snoop, il avait un flow. Aujourd'hui, on est dans un truc trap où il y a
un peu plus le même flow. Aujourd'hui, c'est qui te scotche dans les rappeurs US? US, je sais pas. Je sais pas. La colle. Ouais, c'est une colle. Il y a quand même des gens qui sont intéressants, mais c'est un autre move, quoi, tu vois. Très bien. Je sais pas si. Par exemple, Travis Scott, j'adore, Ok. mais c'est complètement un autre move. On est toujours en Facebook Live ici pour le Rap Game, le livre de Acro. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je vais laisser peut-être le micro se balader. C'est quoi le groupe qui t'intéressait le plus, mais tu étais en train de chercher et tout pour trouver un groupe? Je voulais dire le rap, comme disait Akhenaton, le rap orthodoxe, il est devenu orthodoxe en fait. Le rap classique, il est toujours là en fait. Hein. Ouais. Il s'est juste délocalisé, tu vois. Non, mais c'est parce qu'il me demandait qui j'écoute aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois citer des références d'aujourd'hui. Et moi, j'écoute plus, je suis plus en mode son à l'ancienne, mais je vois passer énormément de sons aujourd'hui parce que par la force des choses, je travaille dans un média, donc on accueille beaucoup de gens. Mais je vais plutôt citer des Belges, tu vois, parce que voilà, il faut quand même être fier aussi du patrimoine qu'on a aujourd'hui en Belgique. Donc quand tu vois des groupes comme le 7-7, Blue Samu, Kabajiji, Roméo, tu dis? Non, je disais frénétique. Frénétique, bien sûr, nouvelle génération. Donc voilà, moi j'ai envie de donner de la force à tous ces jeunes qui se battent aujourd'hui et qui montrent que le rap belge est bien vivant et que justement peut-être ce qu'on a construit, il y a eu un héritage derrière. Il y a des gens qui ont pu s'approprier certains codes sans peut-être devoir se battre pour rentrer en radio, bien que, je dis bien que parce que le combat n'est pas fini. Aujourd'hui sur les réseaux, il y a des chiffres qui se font, mais ça reste encore un combat d'être dans les médias installés mainstream. Je dis aussi que dans le livre, que quand tu vois les victoires de la musique, il y a toujours une catégorie musique urbaine. Donc on est toujours dans une marge. On ne peut pas considérer qu'il y a un meilleur album qu'il y a un album de rap en fait. Et ça c'est toujours dommage, mais voilà. Moi je t'avoue que j'ai plus de mal à écouter encore les anciens qui sont en train de faire des nouvelles productions. Et je me pose même la question à moi-même, est-ce que je serais encore légitime aujourd'hui à venir avec un album? C'est parce qu'il faut être entouré par des sonorités quand même actuelles, je trouve, quand tu reviens. Et certains anciens n'ont pas réussi à conserver cette fraîcheur. Et je crois que comme dans le sport, comme dans tout, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que je suis encore bien légitime à ma place ou est-ce que je laisse plutôt briller des autres? Est-ce que je peux faire profiter plutôt des plus jeunes? Mais quand tu écoutes Medine, par exemple, Medine... Medine, pour moi, il est entre deux générations. Donc Medine, il réussit à garder les codes d'aujourd'hui. Et c'est pas vraiment la même époque, si tu veux, que IAM ou NTM. Mais moi, je j'écoute pas spécialement. Non. Okay. Mais c'est juste cool. Booba qui a un peu... Booba, lui, c'est un très bon exemple parce que Ouais. c'est quelqu'un du haut de ses 45 piges qui a réussi à rester vraiment toujours au top des modes. Et après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que il y a certains gimmicks de Booba aujourd'hui, comme reprendre Barbie Girl, pour moi, c'est pas top, tu vois. Mais voilà, c'est une façon de continuer à vivre. Dans le bouquin, tu expliques, moi j'avais complètement oublié cette mixtape Crunk que tu avais faite en 2009, sur lequel tu avais invité un certain Stromae qui n'avait pas encore sorti Alors on danse. Donc dans l'idée d'amener des jeunes, pas forcément, qui ont déjà une grosse fame. Du coup là, moi j'étais pas en train de lui donner une chance parce qu'on l'avait déjà bien vu venir, en fait on l'avait repéré déjà sur YouTube. Donc Stromae, c'est quelqu'un qui était encore étudiant en école de cinéma à ce moment-là. Il avait déjà des clips bien léchés avec un habillage graphique, etc. Il avait fait un premier clip de rap où il était dans un des tunnels de métro, je ne sais plus quelle station. Et dans le mouvement hip-hop, on avait tous validé. On a dit, celui-là, il est frais, il va amener quelque chose, mais c'était encore du rap. C'est Stromae. Il se présentait, tu vois. Donc moi, je l'invite sur mon album. Ça s'est passé pas loin d'ici d'ailleurs. J'étais à Scarbeck dans un studio de fortune. Je dis bien de fortune parce qu'on l'a créé avec des blocs de pierre dans un garage. Donc j'avais honte. Et je fais un freestyle. Ça s'appelle Moi je suis avec plusieurs rappeurs. Et j'invite Stromae pour un 8 mesures, pour 8 phrases avec d'autres rappeurs. Vous imaginez le foirage que j'ai fait à ce moment-là. J'ai devant moi le gars qui va faire Alors on danse dans quelques mois. Et je fais juste je l'invite juste sur un freestyle. Allez, viens, on passe le mic. Non. Et sachez que quand j'ai mis mon album sur les plateformes, quand Stromae est sorti, le titre qui m'a fait gagner plus d'argent sur tout l'album, c'est juste ce freestyle en fait.
Et donc, voilà, c'est une anecdote, mais c'est pour dire que, en tout cas, dans le microcosme belge, que ce soit des dédiqués qui sont aujourd'hui des pionniers, qui sont installés, ou Phil, ou on se connaît tous, et du coup, on a tous eu la même passion, et on a tous cette même humilité de dire, voilà, il y a eu des parcours différents, je le dis à la fin du livre aussi. Certains sont devenus beatmakers, certains sont producteurs, certains sont installés, certains ne sont pas installés, certains sont oubliés aussi, et j'ai aussi envie de leur rendre hommage. Mais en fait, tous ont contribué à ce mouvement, et moi, il est dans mon cœur, tu vois. C'est intéressant que tu parles des 8 mesures de Stromae. Ça va m'aider à faire la transition sur le prochain point, sur la forme, parce que c'est vrai qu'il y a eu le fond qui a pas mal changé, mais aussi la forme, et notamment sur la taille des couplets. Voilà, donc je propose de passer à la séquence suivante. Il y a notamment ce titre de Dinos, du rappeur Dinos, là, qui parle de la mort du 3e couplet. Et Très intéressant. voilà. Et donc, je me demandais, toi, comment tu avais vu évoluer un peu la forme rap. Déjà, j'imagine que le fait d'appartenir à un groupe, bah, ça rallonge les morceaux. Ça demande en fait un comité de censure, comme on disait dans Starflame, pour ne pas faire des morceaux trop longs. Mais bon, la force des couplets. Alors, on vient de l'histoire de la phase B, du DJ qui place les phases B, des soirées freestyle où tu peux rapper 200 mesures, à un passage sur disque où tu dois limiter ton couplet pour pas proposer à la radio un morceau de 5 minutes parce que personne ne va le jouer. Et aujourd'hui, on est dans la phase des réseaux sociaux où certains se disent « je vais plutôt en faire un post Instagram » et la vérité, en 59 secondes, si j'ai un couplet, je kick, mon flow est bon, je fais un EP de 6 titres, c'est bon. Donc effectivement, on est dans une réduction du format. Là où nous faisions des albums de 16 titres qui devaient être mixés, masterisés, minimum 3 couplets, des couplets de 20 mesures, des couplets... Non, aujourd'hui, le rap a emprunté les structures de la musique pop, même de la chanson française en taille de couplets, et on est sur des 8, on est sur des 12. Je crois que le 16, je parle du 16 comme une référence, je crois que le 16 même a un peu disparu et on est beaucoup plus dans un esprit de faire des breaks, de faire des doubles refrains, d'oser des choses et de pas être dans... Moi, j'ai toujours écrit 16, 8, 16, 8, mais voilà, c'est répétitif. Mais est-ce que ça tient aussi à la disparition des groupes? Au début, j'ai l'impression que dans le mouvement hip-hop, ça fonctionnait quand même vachement en groupe. C'était des IAM, c'était des NTM, c'était des gros... Aujourd'hui, je sais pas, il y a 13 blocs peut-être en France, mais sinon, ça fonctionne beaucoup en individualité. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué un rôle, quoi? Et pourquoi on a des collectifs, mais on n'a plus forcément des groupes? En globalité, oui, j'ai la même impression, même quand tu vois... Mais il y a quand même la collab. Donc la collab aujourd'hui est très importante et remplace peut-être un peu l'esprit de groupe. Et le web a aussi permis d'avoir une proximité avec des gens à qui tu peux dire « j'ai un projet, je t'envoie l'instru, tu poses dans ton studio, tu m'envoies le son ». Et le Covid, ça a accéléré ça aussi. C'est-à-dire que à l'époque, il fallait écrire ensemble, se voir, enregistrer ensemble. Il y avait des moyens de studio qui coûtaient plus cher, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus ces possibilités de collaboration, de poser sur le même son, etc., à distance. Maintenant, oui, je ne peux pas expliquer le phénomène. Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'esprit de groupe? Peut-être qu'il y a moins de groupes incarnants qui donnent aussi envie à des jeunes de faire un groupe. Tu vois, à l'époque du rock, c'était t'avances en équipe, t'es en groupe d'office. Ouais. Le hip-hop a repris ces codes-là aussi pour faire des groupes de rap. Il y a eu quand même Wu-Tang, NWA, et des groupes très, très, très inspirants. Et tu l'as dit, comme Joe l'a dit aussi, IAM et des groupes comme ça, comme NTM, où il n'y avait pas que les rappeurs, il y avait aussi les danseurs derrière, les DJ derrière. Tout ça, c'était des crews qui représentaient des quartiers. Et puis après, petit à petit, je pense qu'on est venu plutôt à des rappeurs stars individuels qui a créé plus d'individualisme aussi dans les couplets, je pense. Il y a aussi un truc qui m'a frappé, c'est ça, Sonar va peut-être pouvoir intervenir, mais c'est la disparition quasi intégrale du sample, quoi, qui était quand même à la base du mouvement. Aujourd'hui, on en entend de moins en moins dans le... Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu trop de gens qui ont revendiqué les samples et qui ont tué aussi les artistes dans la possibilité de les utiliser, que ça a commencé à coûter cher? Ça coûte trop cher. Peut-être qu'il y a ça. Donc, à l'époque aussi, on avait des maisons d'édition
qui allait faire le clearing des samples, c'était le métier de dire, bon, tu as utilisé combien de samples sur ton album, on va les nettoyer pour voir si on a les validations, les utilisations. Et il y a aussi eu les moyens de production qui se sont démocratisés. C'est-à-dire que l'époque du DJ only, si tu veux, c'est j'ai mon sampleur avec 2 secondes, j'ai un beat d'un côté, j'ai un sample de l'autre. Et je fais tourner. J'ai peu d'éléments rythmiques, en fait. J'ai peu d'éléments. Et plus les moyens se sont mis dans les chambres des gens pour avoir un petit home studio avec un clavier maître et tous des plugins, ben, pourquoi tu as besoin de samples, en fait, quand tu peux créer ta propre vibe, tu vois? Je pense que ça a aussi joué. Je me demandais, tu l'évoques un peu dans le bouquin, tu parles des budgets notamment dont tu as pu bénéficier avec Starflame. Je ne sais pas si tu peux un peu en parler, c'était à l'époque assez hallucinant. Ouais, tout à fait. Bah écoute, un budget d'album, pas le premier. En tout cas, le premier, je raconte qu'on l'a fait en creusant dans une cave et qu'il n'a pas dû coûter très cher. Mais sur le deuxième, quand on commençait à tourner, bah oui, on avait des budgets d'enregistrement de 50 000 € avec des avances. Mais quand tu as 20 ans et qu'on t'avance cet argent, tu ne sais pas que tu ne vas pas le récupérer. Donc voilà. Mais il y avait ce souci encore fin 90, début 2000, de la qualité vraiment. Et on était quand même avec des beatmakers comme Iguan qui étaient très soucieux de faire un bon mix, de ne pas arriver mal. Donc moi je trouve même que le premier Starflame, fait dans des conditions très très light, il sonne déjà patate pour l'époque. Et pour le deuxième, bah là, Survivant qui est là, on a fait venir Mario Rodriguez qui est un maître du mastering, qui avait fait des masters de Mobb Deep et B.I.G. On l'a fait venir en Belgique, du coup aller-retour 25 000 €. Mais ça sonne. Donc voilà. Après, je pense que le nombre d'albums qui ont été vendus, et bien sûr, ont compensé ces budgets, mais c'était pas de l'argent dans notre poche. Donc nous, on avait des avances qui représentaient pas ça. Mais c'est clair que quand tu as ce budget devant les yeux, quand tu as 19-20 ans, tu te dis, en fait, si on le faisait en autoprod et qu'on se mettait l'argent dans nos poches, ben, je pourrais m'acheter une voiture, en fait. Et pourquoi l'argent part dans le disque? Bien sûr, c'est des questions qu'on se pose. Mais au final, voilà, je ne regrette pas non plus d'avoir mis les moyens, puisque l'album il est resté classique pour moi et je pense pour certains connaisseurs en Belgique. Tu parles de 25 000 €, c'est ça, pour le clip rien que pour le clip de la Sonora, c'est ça? Ouais, mais là on s'est fait ken d'office. Aujourd'hui, moi, je fais des clips. Aujourd'hui, je fais de la vidéo. Je peux dire qu'on s'est fait ken bien, quoi. Mais évidemment, les standards à cette époque-là en maison de disque, quand tu es signé en artiste, on a une campagne de clips, c'est 20 000 par clip. C'est fini aujourd'hui. Quoique, je pense que quand tu vois des clips de L'Or du commun, Roméo, etc., on est entre quand même 10-15 K. Donc ça veut dire que les artistes indépendants ou qui sont en développement aujourd'hui en Belgique, avec 15 000 €, ils doivent faire beaucoup de streaming derrière pour les compenser. Donc il y a toujours ce risque, sauf qu'un clip coûte peut-être moins cher, mais pour un beau clip, il n'y a pas photo. Quand on loue des focales, quand on a un setup avec beaucoup de décors, on a des figurants, on a des machines à fumer, on loue des voitures, j'en sais rien, ça coûte de l'argent. On ne peut pas le faire pour rien, sauf si vous êtes à l'IAD entre potes et que vous dites on fait un projet entre nous. Et c'est aussi cool, hein, parce que j'ai fait plein de clips aussi avec zéro budget, avec des gens motivés. Et d'ailleurs, je remercie l'équipe technique ici aujourd'hui parce qu'on est un peu dans le même process qu'à l'époque, où on a des gens motivés. Et c'est cool. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans le bouquin, c'est que tu parles de cette période dorée. Tu parles aussi un peu de ce qui s'est passé par la suite, dans les années 2000, qui ressemble un peu à une décennie maudite pour la musique en général, mais pour le rap en particulier, où il n'y a plus trop de budget. Et toi, c'est un peu à ce moment-là que tu commences tes disques solo. Mais qu'est-ce qu'on a en 2000, pour rappeler pour les plus jeunes qui sont parmi nous, qu'est-ce qu'on a en 2000? On a l'effondrement du disque physique, on a l'arrivée du MP3, on a les premières plateformes de téléchargement comme Napster et les torrents qui arrivent. Les gens veulent télécharger des sons, veulent se passer des sons sur des clés USB, mais ne veulent plus investir 20 € dans un disque. Or, l'industrie du disque ne se met pas au diapason et ne se dit pas, bon ok, 10, 15, 20 € les albums, c'est trop cher, on va les mettre à 5, comme ça on va garder le support. Ils oublient ça, ils se disent non, on est incontournable, on est installé, on a le catalogue de Michael Jackson et des Beatles derrière, on va tenir la vague. Mais ils n'ont pas tenu la vague. Donc on a vu des maisons de disques avec des plateaux de 60 personnes devenir 10 personnes. On a vu des artistes remerciés de contrats parce qu'ils ne savaient pas assumer les droits derrière.
Et on a vu un bouleversement, c'est-à-dire que le support s'est effondré et il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas encore le streaming. Donc entre 2000 et 2010, on a eu une grande période de bon, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi demain? Aujourd'hui, on est demain. Aujourd'hui, on a le stream. Aujourd'hui, on a un modèle économique. Les maisons de disques ont compris comment ça fonctionne. Mais de 2000 à 2010, le temps qui est donc on était dans les blogs. On était en 2006 sur MySpace. Ceux qui étaient artistes avaient une page MySpace. Viens écouter mes démos sur MySpace. T'as vu, j'ai fait 300 clics de MySpace. Ça rapportait rien, évidemment. Mais il y avait ce côté réseau social qui commençait. Plus tous les sites internet, mais ça c'était encore plus chaud. Viens me voir, je suis sur www.starflame.com. Donc soit tu es une vraie star, tu passes en radio et en télé, on vient te voir. Soit avec ton site web, tu payes un hébergement, mais il n'y a personne derrière, c'est chaud. Et je connais beaucoup de gens qui ont fait des sites web à l'époque qui savent de quoi je parle. Quand tu fais ton premier solo, l'encre, la sueur et le sang, comment tu le promotionnes? Ben, je le promotionne dans ce qu'on appelle la street promo. Donc ça c'est bien, c'est que le hip-hop il a toujours su se réinventer et que donc avec ou sans radio ou moyen de vendre des disques, on descendait dans la rue et on faisait un stickage de vandales. Ça vient du graffiti évidemment. Et donc inspirant c'est Paris. Quand vous étiez dans les halles, Châtelet-Les Halles à Paris dans les années 90-2000, il n'y avait que du sticker partout. Quand Booba ou le Lunatic sortait un album, vous voyez, c'était stické, ravagé toute la ville. Nous, on s'en est inspiré aussi en Belgique. Et il y a eu une phase où waouh, il y avait du sticker souterrain, RAB, Zulu, Starflame. On était là, on se battait les poubelles, si tu veux, pour aller placer nos stickers avant les réseaux sociaux. Et puis après, petit à petit, ça a changé. Mais du coup, au début, j'étais sur une street promo. Sauf que ma pochette de mon premier album, je suis dans une baignoire, la mort de Marat, je prends une référence de théâtre. Et quand j'étais en train d'afficher mes affiches Toison d'or, les gens ils voyaient pas que c'était un projet hip-hop, ils croyaient que c'était une pièce de théâtre. Donc j'avais foiré mon visuel. Là où on était dans l'époque premier 50 Cent, G-Unit, j'aurais dû gonfler les pecs et sortir les chaînes, quoi. Comme quoi on peut se tromper. Est-ce qu'il y a dans le public ou sur les réseaux on veut réagir? Donc de base en hip-hop, j'écoutais principalement IAM. Je t'ai redécouvert au moment où tu as travaillé avec Marie Warnan. J'ai bien aimé tout le côté respect sur notre actualité, sur les femmes, etc. Et j'ai un gros problème avec la vulgarité aujourd'hui du hip-hop. Je travaille en cuisine, donc je laisse tourner des radios. Et il y a des moments où je me dis, non, c'est pas possible, ils n'ont pas dit ça, quoi. Donc voilà, c'est ma question. Quel est ton avis là-dessus? Alors, c'est très compliqué parce que le rap reste, si tu veux, un art. Donc dans l'art, c'est comme dans le cinéma. Évidemment, ça passe mal quand c'est un réalisateur qui a eu des abus sur des gens, etc. Mais donc dans l'art, il y a l'aspect fictif et il y a l'aspect aussi cinématographique où tu peux utiliser des insultes pour faire véhiculer une émotion, des métaphores, etc. Donc il y a plusieurs degrés de lecture en fait. Maintenant, évidemment, il y a des rappeurs qui sont au premier degré, qui sont clairement violents, qui sont racistes, misogynes, antisémites. Il y a ça dans le rap comme il y a ça dans toutes les autres sphères de la société. Et je pense que c'est aussi aux rappeurs de pouvoir assumer et de pouvoir combattre ça dans d'autres textes. Donc oui, des valeurs de respect, j'essaye d'en partager. Maintenant, c'est ce qui a aussi fait une vibe. Ça fait partie de l'histoire quand tu vois les premiers Dr. Dre où c'est Bitches and Shit. Voilà, on est dans ce côté... il y a la femme objet, il y a tout ça, et ils faisaient pas du texte, tu vois, eux. Bon, IAM, évidemment, est venu d'une école à message où il y avait beaucoup de textes, c'était beaucoup plus important. Mais voilà, malheureusement, dans le rap, il y a aussi ces clichés. Et ce qui est aussi, je dirais malheureusement, c'est que beaucoup de morceaux, en tout cas en anglais, on a tous dansé dessus avec la main en l'air, mais on captait pas toutes les paroles. Et il y a eu certainement des paroles très blessantes vis-à-vis de certaines personnes. Donc voilà, oui, on a aussi participé à ça. Maintenant, c'est bien de pouvoir en tout cas en débattre comme aujourd'hui, d'en parler, de dire qu'il y a différents courants, différents styles de rap, comme il y a différents styles de films, etc. C'est des clichés ou c'est un reflet, ce sexisme dans le rap? Et est-ce qu'il est propre au rap? C'est toujours un peu ça la question. Je pense pas qu'il soit connaît la propre au réponse, rap mais- et ce serait vraiment dommage de se dire qu'il est propre au rap parce que il y a du rock américain ou même Sardou qui a été très violent pour moi dans certaines paroles et eux parce que c'était chansons françaises et ils étaient invités sur des plateaux
Et c'était la chanson française sacralisée qu'on ne peut pas toucher. Et quand Damso dit dans sa chatte j'ai nagé le crawl, ça choque tout le monde. Donc il y a aussi une facilité, je pense, pour certaines personnes de dire c'est du rap, donc c'est d'office des illettrés, c'est d'office des gens qui ne mesurent pas leurs paroles et on va les attaquer plus facilement. Je vois que le temps court, on peut peut-être passer au point suivant. Avant ça, il y avait une question, c'est important d'y répondre. Est-ce que tu penses que le rap, c'était mieux avant? Alors je sais On a essayé qu'on a... d'éviter la question. Non, on l'a utilisé, attention, il faut assumer, on l'a utilisé en accroche, en stories pour un peu mettre en avant ce débat en mode le rap c'était mieux avant, parce que c'est un truc qui vient même sur des t-shirts, c'est très cliché, donc je voulais jouer avec ça. Mais non, le rap c'est pas mieux avant, le rap c'est mieux tout le temps, le rap ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend du morceau, ça dépend de la vibe, ça dépend, il y a eu des raps des années 80-90 qui étaient horribles, inécoutables, ou qui étaient mal rappés, où il n'y avait pas de mélodie, il n'y avait rien, c'était des bruits de casserole. Donc bien sûr, on peut pas... Nous, on a dans ma génération, on a dans le cœur les références qu'on a eues, qu'on a évidemment saignées, écoutées des dizaines de fois et des milliers de fois, qui nous ont accompagnés et qu'on va dire, voilà, ça c'est mon rap de cœur, si tu veux. Le côté boom bap, KRS-One, LL Cool J, toutes ces références américaines et IAM, NTM, etc. en France, c'est nos coups de cœur. Maintenant, je peux aussi triper sur des sons d'aujourd'hui. Je parlais de Travis Scott, etc. Donc, non, c'est le titre en fait. Comment tu vois d'ailleurs, il y a un peu un retour à ce rap classique, entre guillemets, c'est pas boom bap, en tout cas avec un retour un peu à la technique, quand on voit des Alpha One qui font des disques d'or, ou même aujourd'hui des Benjamin Epps et tout, qui arrivent avec un truc très Mobb Deep justement. Toi, tu as l'impression que c'est un truc qui existe vraiment, ou alors c'est quelque chose que les médias, les journalistes ont remis comme ça un peu à la surface? Non, il ne faut pas aller si loin. Moi, j'ai flashé quand j'ai senti les premiers morceaux de L'Or du commun, Ouais. le 7-7, Roméo, où les flows qu'ils avaient, c'était les flows de Baldeneck de 1992, tu vois. Je me demande bien qui pose. Non, non, non. On était dans des flows à l'ancienne. Et je me suis dit, waouh, comment eux, qui sont nés après, qui n'ont pas pu écouter ça, en fait, comment eux, ils ont eu ce flow aujourd'hui? C'est pas possible. Donc voilà, il y a eu, et ça s'est fait spontanément. Bien sûr, il y avait aussi toute cette vague française que tu cites. Maintenant, c'est heureusement pour eux, c'est des rappeurs qui ont tous les bagages, ils ont toutes les références. Ils peuvent partir là-dedans dans un délire, comme ils peuvent partir dans un flow beaucoup plus actuel pour montrer aux gens, hey, les gars, je suis pas resté qu'à la médiathèque de l'époque, tu vois, j'ai aussi le flow d'aujourd'hui. Donc ils ont tous ce bagage qui s'est évidemment offert avec le temps pour avoir plein de palettes de flow, plein de palettes de prod. Je vais faire un morceau boom bap à un moment donné, puis je vais faire un truc très autotune. Je peux le faire. Aujourd'hui, la musique, elle est très, très libre, en fait. On voulait aborder le fait que dans la manière dont le rap a pu peut-être changer d'image, aujourd'hui on parle de nouvelles variétés. On se rappelait aussi que dans les années 90, il y avait un magazine 7 Extra qui, pour les plus jeunes, était un peu une espèce de podium. Hein. C'était un peu ça, c'était un peu un... Ouais, c'était magazine poster, quoi. Ouais, c'est ça. C'était des articles de 4 lignes et des Benny B avec Benny B en de 2 mètres de haut, quoi, tu vois. Ouais. Avec Benny B en couverture. Et d'ailleurs, derrière nous, il y a un ambassadeur de la publicité de cet extra de l'époque qui disait cet extra, le magazine qui t'accroche si tu as 39 francs dans ta poche. Donc 39 francs, c'était 1 euro. et notre ami Fourmi, qui avait un plateau, les cheveux très hauts, faisait la pub de cet extra. Aujourd'hui, comment tu vois la manière, du coup, c'était quoi donc du coup, ça fait 30 ans, hein, 30 ans plus tard 30 ans plus tard, il y a le support papier a disparu, j'ai envie de dire. En tout cas, pour certaines personnes, il n'y a que le swipe, il n'y a que la tablette, enfin le téléphone. Donc, on est passé du support papier à la radio qu'on écoute quand il y a un rendez-vous. Aujourd'hui, on s'en fout du rendez-vous. J'écoute ce que je veux quand je veux. Moi, j'ai pas besoin qu'on me donne un rendez-vous. Tu vois, tout ça a bouleversé les choses. Et aujourd'hui aussi, les artistes sont les médias. Donc, c'est-à-dire que les artistes ont une force de frappe en marketing, en com, en clip vidéo, en annonce et tout ça que le média n'a plus. Donc le média a besoin des artistes pour exister, là où avant l'artiste avait besoin du média pour exister. Tout a changé en fait, tout a basculé. On est de l'autre côté de la force là, on est plongé ailleurs.
Mais c'est super intéressant. Ça veut dire que, ouais, même moi, dans l'exercice du livre, évidemment, je me fais plaisir en écrivant un bouquin. Mais je me demande parfois, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens. Même moi, j'écris. Moi, je lis pas des bouquins. Je préfère écrire que lire, tu vois. Et je pense que, voilà, le support en tout cas de certaines choses a disparu. Mais peut-être qu'encore le livre papier va rester. Mais le journal, t'es journaliste. Je pense que tu as vu les chiffres s'effondrer. Aujourd'hui, c'est la guerre des journaux qui essayent de gérer des newsletters et des abonnés. Alors que tu suis un article du soir, tiens, ça devient transparent, je vois plus l'article, ben moi je ne le regarde plus le soir, je vais aller regarder un média qui m'offre la même info gratuitement. RTBF, bientôt. Bim bim. Du coup, transition impeccable. Spécial casse parfait. dédié. Justement, comment on devient à 40 piges boss d'un média urbain, du média urbain de la RTBF, quand en plus tu expliques par exemple dans ton bouquin que tu as une méfiance aussi par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, algorithmes et tout ça. Ouais, j'explique dans un des chapitres que je suis un paradoxe vivant, je suis Mhm. ma propre contradiction parce que j'ai des enfants que j'aimerais bien ne pas voir toute la journée sur TikTok. J'ai peur de la 5G, mais en même temps, j'alimente des plateformes de streaming tous les jours. Donc, je suis dans le paradoxe. Mais je trouvais intéressant la mission, c'est-à-dire, je me suis trouvé à un moment donné de ma vie où à 40 ans, je me suis dit, voilà, est-ce que je vais rapper jusqu'à 60 ans et faire le grand Jojo du rap belge? Je pense pas, non. Est-ce que je Il y a peux un créneau, hein. Est-ce que je il y a un créneau, je sais pas, la fête nationale peut-être. Est-ce que je vais pouvoir utiliser mon expérience pour passer le flambeau à des jeunes et les encadrer et créer un projet digital et rester aussi connecté, rester dans les codes d'aujourd'hui? C'est ça que je me suis dit que j'allais faire. Et voilà, j'ai rentré un projet de stratégie qui s'appuyait sur les réseaux sociaux. On a bien fait. Je pense qu'aujourd'hui, Tarmac, c'est une belle success story et je suis super content de toute mon équipe. C'est un travail d'acharné, donc c'est pas du tout la même chose que de faire du rap. Mais il y a quand même l'organisation que j'ai connue dans un groupe que je peux transposer à une équipe. Donc on est dans un... Il y a le partage, les échanges d'idées, il y a un objectif à atteindre, il y a des deadlines, il y a un débriefing, il y a le direct, il y a tout ça qui revient aussi un peu, que j'ai pu avoir dans ma vie. Et puis voilà, au début, la RTB m'avait contacté pour être jury de Voice. Et en fait, il y avait un sponsor Ils ont Coca-Cola. pris Big Flo et Oli du coup. Ouais, après. Il y avait un sponsor Coca-Cola et j'avais fait un titre sur mon album Quadrifolies contre Coca et contre Nike, même si j'ai pas réussi à niquer Nike, j'ai réussi à plus boire du Coca. Et donc voilà, et je pouvais pas, je suis très intègre, donc je pouvais pas être sur le plateau avec les sponsors et j'ai refusé de faire ça. Je me suis posé beaucoup de questions. En même temps, je me suis dit que sur le long terme, je préfère garder un peu mon intégrité artistique que de faire du grand public, entre guillemets. Et franchement, la mission de Tarmac, elle est beaucoup plus intéressante artistiquement parlant. Quel est le plus féroce des deux mondes, le monde de la musique ou le monde des médias? Waouh. Franchement, les deux sont bien féroces. Oui, hein. Ouais. Mhm. J'ai envie de dire que le monde de la musique, pourquoi? Parce que le monde de la musique, tu peux très vite apparaître et disparaître, dans les médias aussi, hein. Mais si je suis en position animateur, c'est le même monde de requin. Si je suis en mode cadre, comme je peux l'être aujourd'hui, je serai plus stable dans les médias, bien que les médias évoluent et les médias sont en danger. On voit aujourd'hui l'émergence de plein de nouveaux réseaux à chaque fois, de plein de façons de communiquer. Il y a des salons privés, il y a plein de choses. Donc l'ancien média qu'on a connu avec nos parents, de la télévision et du rendez-vous, ne vous faites pas d'illusions. Les prochaines télévisions seront équipées de boutons avec TikTok certainement. On va passer dans des télés qui vont être en verticale. Ça, c'est ce qui va arriver. Et donc, il y a un bouleversement. Donc, la télévision est devenue un device sur lequel je peux regarder YouTube. Je peux regarder ce que je veux. Je ne dois pas attendre, même s'il n'y a plus les rendez-vous parce qu'il y a les recordeurs, mais je ne dois plus attendre spécialement le journal. Je pourrais très bien, sur une application, avoir toutes les infos en 1 minute. Donc voilà, il y a besoin de se réinventer, et donc comme dans la musique aussi en fait. On a tous été agréablement surpris quand on a vu arriver l'annonce de création d'un média hip-hop à la RTBF, qui n'est pas hip-hop d'ailleurs, c'est urbain. Qui est un terme qui Ouais, c'est de plus en le plus terme parlant aujourd'hui qui ouais. passe un peu mieux partout. Mhm. Après, il n'est pas hip-hop, c'est vrai. Mhm. Parce que je pense qu'il est plutôt digital et qu'il est en phase avec la consommation et le lifestyle des jeunes que hip-hop. Si on avait voulu faire un truc hip-hop, on serait vraiment en mode Sydney,
ton émission de break, ton émission de graphe, ton émission de rap. Non, non. C'est beaucoup plus ouvert que ça. On est dans les news, on est dans l'info, on est dans des sujets d'actualité, des sujets de société, mais l'ADN derrière, musical en tout cas, parce que je fais un big up au programmateur musical Beba Storm qui fait aussi tout notre programme. L'ADN, il est urbain, il est hip-hop, et c'est le hip-hop d'aujourd'hui en tout cas. Est-ce que les jeunes de 15-24 ans disent qu'ils sont hip-hop? Pour eux, le hip-hop, c'est un cours de danse, tu vois. C'est vrai. Pour les jeunes, le hip-hop, c'est pas ce que nous, on a connu. Ce qui est génial quand c'est arrivé, c'est qu'on a directement eu un deuxième concurrent. Alors voilà, comme on va nous accuser de faire l'autopromo, je parle quand même de Check, et parce que tu en parles aussi dans ton livre. Bien sûr. Et donc, ouais, le fait d'avoir ces deux médias, bon, on se rend bien compte aujourd'hui que vous avez deux identités très différentes, mais ouais, comment vous vous êtes placé, comment vous avez un peu pris votre Écoute, votre place. Il y a eu la réflexion de Jean Loubertin à la RTB qui a créé Média Z, Média pour la génération Z, qui est devenu Tarmac. Et 6 mois plus tard, on a été surpris de voir qu'RTL voulait faire un média aussi plutôt pop urbain, Check. Moi, j'ai eu très peur parce que dans leur équipe, ils avaient comme chroniqueurs des Kaba, Jean Jass, Roméo, des gens de l'équipe Back in the Days qui étaient déjà très installés. 2016-2017, c'est leurs années de tremplin, si tu veux. Donc, moi, je me suis plutôt appuyé sur une stratégie de mettre en avant des gens un peu moins connus, mais de croire aux médias. La première année était très compliquée, c'est-à-dire qu'il a fallu convaincre. Étant en place comme responsable, certains croyaient qu'on allait faire du boom bap en baggy, tu vois, chez les jeunes. Et ah ouais, ils sont avec un métro, ça y est, ça va partir en breakdance et en graffiti, tu vois. Donc, il a fallu prouver aussi qu'on voulait vraiment travailler pour les jeunes d'aujourd'hui et avec leur code. Et ça s'est fait. Et la deuxième année, là, ça a explosé. Et on a fait en 2019, vraiment, on a atteint le bouton d'argent sur YouTube. Qu'est-ce qui a fait basculer, selon toi? Je pense qu'à un moment donné, il y a eu des rendez-vous comme Easy News et comme Abdel en vrai, qui ont fédéré des communautés, qui ont fédéré un public. L'aspect aussi complètement désaxé du média traditionnel, de la RTB qu'on a connu avant, où en fait là on parle aux gens dans leur langage, face caméra, très proche, il y a cette proximité, on répond aux commentaires, c'est interactif. Tout ça, ça a amené un vent de fraîcheur qui a fait fonctionner Tarmac. Tu as réussi à ne pas parler de Check. Mais ça a aussi fait fonctionner Check. Martin était comme moi dans certains postulants pour créer Tarmac, si tu veux. Donc c'est aussi marrant. Mais Martin a fait un travail aussi incroyable puisqu'il est beaucoup sur le terrain avec les artistes. Il a noué un relationnel très fort avec beaucoup d'artistes où il a des exclus sur des making-of, etc. Donc voilà, je pense qu'on partage la même passion. Lui avec un regard journalistique, peut-être moi plus avec un regard d'artiste, puisqu'on n'a pas le même parcours. Mais voilà, c'est la même vibe qu'on veut défendre. Et cette bonne guerre, et j'ai trouvé ça très sain aussi, qui est le penchant, l'opposant, la deuxième équipe, si tu veux. Donc aujourd'hui, il y a KIF, il y a Check, il y a Tarmac, il y a Street Buzz, il y a plein de gens qui sont là et qui font vivre le mouvement et qui sont passionnés. Et c'est important d'être plusieurs dans l'équation. Aujourd'hui, si on est jeune rappeur, c'est quoi le plan com ou les médias ou les canaux à privilégier selon toi? C'est Instagram, YouTube en priorité, puisque voilà, je pense que les jeunes rappeurs aujourd'hui, il faut qu'ils se greffent peut-être à des pages ou à des mouvements un peu installés sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu as des 1 minute rap, des choses comme ça, où tout le monde a la chance, en refaisant un challenge, en refaisant une chorégraphie, en refaisant un rap, tout le monde a la chance de se greffer avec des hashtags dans un flux qui peut les pousser. Et du coup, c'est comme ça que les gens vont se dire « Ah, t'as vu, maintenant j'ai été validé par telle page, j'ai été suivi par telle personne, il m'a repartagé. » Le partage aujourd'hui est super important. Quand tu as un jeune qui est repartagé par imaginons, je suis jeune, je reprends un track de Booba et Booba me partage, waouh, tout de suite je prends des abonnés et je monte, c'est ça qu'ils vont chercher. C'est plus je dois passer sur telle radio, ça c'est mort. Bonjour, Mélia de Street Buzz. Je me suis toujours posé la question, pourquoi vous avez appelé votre plateforme Tarmac? C'est une très bonne question. Parce qu'on cherchait un nom qui allait représenter le côté ground, le côté sol, et aussi le décollage. Parce qu'on a la mission de faire décoller des talents et de propulser des gens.
Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on va l'appeler, à un moment donné, on voulait s'appeler genre Street Box, Street quelque chose. On s'est dit, non, ça c'est trop ancien. Et Tarmac, je trouvais qu'il claquait bien, je trouvais qu'il était original, qu'il n'est pas ni francophone ni anglophone. Et la baseline de Tarmac, c'est The New Playground. Play pour le digital, et ground pour le sol, pour l'aspect aux racines, enfin le retour aux racines, le côté. Oui, moi j'assume le côté urbain. Je dis, c'est pas un cliché parce que je déteste aussi quand on se dit que les gens sont urbains, ça veut dire qu'ils traînent dehors. Non, c'est plus ça. Mais on vient de quelque part, on vient des quartiers, on vient d'une revendication de gens qui ont souffert dans des rues à l'époque où il y avait des incendies, le Bronx, etc. C'est notre patrimoine et donc on peut le mettre en avant. En quoi cette vie d'artiste t'aide aujourd'hui à... Est-ce que ça t'aide aujourd'hui à gérer? Est-ce qu'il y a des inspirations qui te viennent? En quoi tout ça t'aide en fait, tout simplement? Je ne sais pas si ma question est claire. C'est une très bonne question et c'est ça qui m'aide énormément parce que en étant passé par la case artiste, j'ai pu voir des tournages de clips vidéo. J'ai pu voir comment j'étais en radio avec des DJ autour de moi qui faisaient des programmations, etc. Et donc, ce qui, je pense, peut fonctionner pour moi, c'est repérer des talents, les faire fonctionner ensemble, comme j'ai pu faire dans mes groupes précédents ou comme j'ai pu faire quand je voulais créer un clip vidéo et que j'avais besoin de telle et telle personnalité. Et donc, c'est important de sentir aussi, est-ce que le projet que je reçois, qu'on me propose, est-ce qu'il est mature ? Est-ce qu'il est OK pour passer en radio? Donc j'ai peut-être aujourd'hui plus de bouteilles pour me dire, bon, toi, c'est pas méchant, mais c'est pas encore prêt, c'est encore de la démo. Peut-être que c'est pas maintenant qu'il faut te mettre en avant sur le média. Reviens. Et on donne des conseils aussi. On accompagne beaucoup de jeunes. On reçoit des centaines de sons à passer. Et je pense que la connaissance aussi de c'est quoi la culture, c'est quoi tout ça dans ma vie d'artiste m'aide aujourd'hui à faire des sélections. Et la créativité, j'ai envie de rajouter. Moi, je suis quelqu'un, si je ne crée pas, je meurs. Et donc, je suis derrière tous les concepts. Il y a Tarmac Comedy, c'est du stand-up. Je vais leur dire non, le cadre, je veux le plus comme ça. Soyez plus sur la personne. On travaille le graphisme aussi, tout l'habillage. Le logo Tarmac, c'est un gars du hip-hop qui l'a fait. C'est Maxime que je salue ici. Donc, voilà, il y a toute une enveloppe aussi qui est importante à garder. Donc toi, tu es de l'ancienne hip-hop, comme on l'a dit, et comment j'appelle ça ancien hip-hop, du vrai hip-hop plutôt. Et du coup, quels sont les challenges en fait que tu rencontres au quotidien? Comment est-ce que tu t'es adapté? Parce que est-ce que tu as découvert, tu as connu cette transition? Donc comment est-ce que tu fais pour gérer ça au quotidien alors que toi, tu as connu un hip-hop super différent, quoi? Parce qu'il faut continuer à écouter, recevoir des projets et se nourrir aussi des codes d'aujourd'hui. Okay. Donc les réseaux sociaux sont la meilleure chose pour se remettre en question et se remettre à jour, comme d'ailleurs les plateformes ont des mises à jour. Mais moi, ça me permet, les réseaux, d'avoir des mises à jour continues, de voir des nouveaux formats, des nouvelles façons de s'adresser au public, de m'en inspirer pour les faire redescendre dans mon équipe, d'écouter aussi des plus jeunes que moi, parce que je ne suis pas... Dieu le Père, je fais beaucoup confiance aussi à des jeunes de l'équipe en leur disant, voilà, par exemple, j'aimerais bien faire un truc d'humour dans cette veine-là. Qu'est-ce que vous avez vu comme référence qui vous parle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Et ils me remontent des choses et là, je dis, ah ouais, ok, on pourrait faire quelque chose dans cette veine. Et du coup, on fait confiance et on écoute son équipe. Quelques questions. Il y a Nicolas qui te demande pourquoi pas un feat avec Scylla. Il y a également le même Nicolas, Yann Sens, merci pour tes commentaires, qui se demande, quand vous parliez de rap et de la différence du rap d'avant et d'aujourd'hui, si l'informatique n'a pas peut-être un peu tué le milieu et la scène du rap. C'est une question qu'il pose. Il y a Drums Mike G qui demande également pourquoi tant de versions du plat pays. Il y en a une, deux, le live. Pourquoi il y a autant de versions? C'est une question qu'il pose également. Et Benoît Montmartre qui demande quelle vague pour toi a amené le plus de nouvelles choses? Bon, là, tu m'as balancé 5 questions à la fois. Donc, la première question, est-ce que je pourrais faire un feat avec Scylla? Oui, bien sûr, c'est quelqu'un que j'apprécie dans le paysage belge et il a aussi bien tiré son épingle du jeu. Donc, j'aime son travail. En plus, avec Sofiane Pamar au piano, il a amené les gens ailleurs et il a son propre mood. La deuxième question. L'informatique. Alors, moi, je ne pense pas que l'informatique a tué les choses puisque les concerts n'ont pas disparu, sauf dans cette période Covid qu'on traverse. Puis l'informatique, les réseaux ont permis de beaucoup plus promouvoir des événements, qu'ils soient micro ou maxi.
Donc je pense pas qu'il ait tué le truc. Est-ce que ça a tué le mouvement ou est-ce que c'est le mouvement qui s'est tué lui-même? Tu vois, le mood entre rappeur, breaker, DJ, etc. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est la faute à Bill Gates. La question sur le titre, le plat pays. Plat pays, je pense que c'est plutôt un business de maison de disques, puisque nous on avait fait 2 versions. Une originale qui était trop longue pour passer en radio, une raccourcie où il y a Balogi qui est apparu, et parce qu'au départ, Plat pays, c'est un morceau de Sug en solo. Puis il y avait eu Balo parce qu'on voulait représenter tout Armac, ça c'était la version plutôt radio. Tout Armac. Tout Starflame. Tout Starflame, tu vois le Pléonasme. pléonasme, c'est mon équipe. Et après, il y a eu la version live pour vendre des disques parce qu'on avait enregistré un super live à l'ancienne Belgique et qu'ils se sont dit, tiens, on va la mettre sur un album qui s'appelait Live and Direct. Et du coup, il y a eu la version live. Et la dernière, pour répondre donc à Benoît, quelle vague pour toi a amené le plus de nouvelles choses? Quelle vague? Quelle vague? Bah, la vague trap, hein. On voit aujourd'hui que la façon dont les BPM et dont les beats sont décortiqués, c'est un autre tempo, c'est un autre flow. On parle de drill aujourd'hui, il y a des influences UK, il y a des influences de partout. Il y a l'afro trap qui est arrivé, il y a des influences afro. Aujourd'hui, il y a des petites naissances, des petites bulles de vagues qui naissent un peu partout, avec des gens qui se les approprient dans plein de codes. Et voilà, ça montre que, en tout cas, le rap, 30 ans après, 40 ans après, est plus vivant que jamais. Il a muté, c'est le variant indien, mais il est là, quoi. Super, on reviendra aux commentaires juste après. Il y en a certains qui disent que d'ici 10 ans, en fait, le rap, ce qu'on appelle le boom bap, un peu, enfin les premiers trucs, ça sera un peu l'équivalent du rhythm and blues pour le rock, quoi. En fait, on se souviendra même plus qu'avant le rock, il y avait le rhythm and blues. Bah, c'est ce qu'on a dit vite. Et moi, je veux juste prêcher pour ma paroisse, mais on a souvent comparé le rap au rock, qui allait avoir sa période d'or et devenir mainstream et mourir. Et je pense qu'il est un petit peu mort quand même. Mais je pense que le rap, en fait, il a une puissance créative et il a tellement des racines puissantes dans les racines jamaïcaines, etc., que pour moi, il a encore plusieurs décennies faciles devant lui avant de s'essouffler, puisqu'il y a ces fusions, puisqu'aujourd'hui, il est dans tout, hein, la pop française, tout le monde sait rapper, tu vois, c'est plus un inédit, c'est plus un talent, en fait. N'importe quel gamin qui a 10 ans aujourd'hui, mes filles, elles ont 9 ans, elles savent rapper, tu vois, elles ont rappé en une soirée, quoi. Donc, c'est cool. On parle souvent de la bascule un peu de 2015, les plateformes de streaming qui ont fait que le rap est devenu un genre dominant parce qu'il a été visibilisé, son audience a été visibilisée. On parlait même qu'à un moment, ça allait un peu remplacer on parle de nouvelles variétés, enfin tout ça. Est-ce que aujourd'hui, on est en 2021, est-ce que tu as l'impression que ça s'est vérifié ou qu'au contraire, le rap est peut-être revenu de nouveau un peu dans son ghetto? C'est pas le bon mot, mais dans son... Moi, j'ai envie de dire que ça, c'est plus que vérifié. Donc, effectivement, année 2000, on a des mainstreams comme Yannick, ces soirées-là, qui reprend Clo-Clo et qui fait du rap. Aujourd'hui, on a des gens qui sont plutôt créatifs, qui ont leur propre griffe. Dadju, Maître Gims, c'est du rap. Pour moi, les gens qui sont toujours en train de critiquer Maître Gims, moi, j'ai vu des freestyles de Maître Gims, des flows, je ne vais pas le tester, le mec, parce que c'est une machine de guerre. Et donc, ils ont réussi à prendre les codes de la pop, les codes que la chanson française maîtrise bien, et c'est pas péjoratif, plus tout l'héritage du rap pour en faire des morceaux mainstream. Et aujourd'hui, tu peux avoir un Maître Gims qui peut rapper à côté de Sting, ça sonne, et c'est mainstream, et ça sonne, et c'est bien fait. Donc le rap, il a détrôné vraiment beaucoup de choses, et on n'a qu'à le voir en France, il y a beaucoup de signatures en maison de disques qui concernent du rap. Le rap est la musique la plus streamée, beaucoup plus que du rock ou de la pop. Nous, à l'époque, on galérait parce qu'il y avait Patrick Bruel qui vendait des disques et pas nous. Aujourd'hui, Patrick Bruel, il ne vend plus des disques et nous, oui, tu vois. Donc c'est cool. Mais c'est toujours lui qu'on invite au JT, par exemple. Après, voilà, ça reste, pour certaines personnes, ça reste des références, bien sûr. Et voilà, on pense aussi à nos parents, enfin Patrick Bruel, c'était la génération des filles de ma classe, évidemment. Et je pensais pas que j'allais parler de Patrick Bruel aujourd'hui.
Je pense que c'est Ce sera le mot de la fin. une imparable conclusion. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je pense qu'il sera encore disponible d'ailleurs sur la page de Accro. Partagez-le, continuez peut-être à le partager après le live. C'est important que tout le monde prenne connaissance de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est historique. Je vous rappelle que le bouquin Rap Game, c'est le premier du genre. Il n'y a aucun artiste rap belge qui a écrit son autobiographie. C'est la première. C'est historique aujourd'hui. Et puis voilà, je vais laisser le mot de la fin à toi et Laurent, je pense. Moi d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe qui Ouais. est en réalisation ici ce soir. Je voudrais remercier Laurent, tous les gens qui sont déplacés. Un grand big up pour votre participation. C'est cool de faire un peu un débat, une soirée débat. Pour moi, c'est une première. Et j'ai vraiment fait ce livre avec le cœur et je suis super content de voir qu'il y a des retours. Merci à toute mon équipe Tarmac aussi. Big up à Starflame et à tous ceux qui ont fait l'histoire. DJ Sonar qui était avec nous, qui va mettre un peu du son maintenant pour s'enjailler hors réseau, pour pas se faire striker. Et voilà. Merci à Céline qui a organisé tout ceci, au Lambermont 140 de nous avoir accueillis dans ce super espace. Et Laurent Oubrex, un grand merci pour ton débat. Je pense qu'on peut l'applaudir.